Euh, OK. C'est bon, ça a commencé. On passe sur le Slack s'il y a besoin. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, on va attendre quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Encore une fois, donc du coup, merci à tous de nous avoir rejoints. Je vais attendre encore 1 minute, le temps que d'autres personnes se connectent et ensuite, on pourra débuter. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui commencent à être envoyées sur le chat. Alors, du coup, je vais commencer. Comme ça, au moins, on saura voilà, comment tout cela va fonctionner aujourd'hui. Donc, du coup, merci beaucoup d'avoir pris le temps voilà, pour nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire sur nos donc Advanced Security Features qui viennent de sortir voilà, chez JFrog. Donc, du coup, avec moi aujourd'hui, je pense que David, tu peux changer de slide. Voilà, donc avec moi aujourd'hui, donc mes collègues David Robin et David Cohen. Donc, David Robin, notre Senior Solution Engineer chez JFrog, basé sur Toulouse. Hello, David. Salut à tous, bonjour. Et aussi également avec nous, David Cohen. Donc, David Cohen, qui est un chercheur en sécurité. Hello, David également. Bonjour à tous. Et voilà, et donc moi, voilà, qui va être là pour voilà, modérer, on va dire, le webinaire, lire vos questions. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, donc on va avoir un overview donc, sur toute la plateforme JFrog très rapidement pour voilà, vous mettre dans le contexte. On aura également un previous listening sur X-Ray. Donc, on a fait un premier webinaire en français sur notre outil de sécurité X-Ray, donc il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, on va vous montrer rapidement voilà, ce qu'on avait partagé lors de ce webinaire. Et ensuite, passer donc au JFrog Advanced Security Features et également une démo live qui sera présentée donc par mes collègues. Et à la fin voilà, de toute cette présentation, on aura donc un Q&A live. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans la section Q&A et non dans le chat. Comme ça, voilà, on aura tout dans un seul endroit. Et donc, voilà, vers la fin de la présentation, je lirai à voix haute les questions posées.
Et donc, du coup, vous aurez des réponses live. Et voilà, je pense qu'on peut démarrer. Super. Merci beaucoup, Sharon. On va commencer par une introduction à la JFrog Platform, même si aujourd'hui on va beaucoup parler de sécurité. Juste un rappel et un petit contexte des composants qu'on va voir aujourd'hui, donc principalement Artifactory et X-Ray. C'est deux produits par lesquels on nous connaît pas mal, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'en fait, on couvre un spectre beaucoup plus large que le package management et que les scans de sécurité. On a aussi notre propre outil, par exemple, de CI/CD qui est intégré Artifactory, qui s'appelle JFrog Pipelines, et on a notamment, par exemple, JFrog Connect, qui permet de gérer des fleets de devices IoT. Et on a aussi un petit module de distribution qui vous permet aussi d'encaisser des pics de charge lorsque vous avez des artefacts à distribuer et de les mettre en production. Donc aujourd'hui, on va se focus sur deux de ces composants, qui sont les pierres angulaires en fait, de la solution, qui sont Artifactory et X-Ray. Donc ce webinaire, il fait écho à un webinaire précédent qui a eu lieu il y a à peu près un mois. Si vous avez mis en œuvre toutes les notions qu'on a exposées au cours de ce webinaire, vous avez dû scanner des artefacts et, comme ça marche, vous avez trouvé des listes de vulnérabilités. Quand on a une liste comme ça, la question qui revient souvent, c'est « OK, j'ai pris le contrôle sur mes vulnérabilités, je peux les monitorer, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment j'y remédie ?» Donc, la réponse, c'est que quand on a une liste de vulnérabilités comme on vient de le voir, en fait, il faut les analyser. Ça prend un certain temps et tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Et puis, après, si on considère que ces vulnérabilités sont sérieuses et qu'elles impactent réellement notre application, il faut les remédier. Donc, souvent, on va mettre à jour un package ou essayer de trouver un fixe en lisant ce que fait la CVE en question. Mais en fait, ça, c'est extrêmement chronophage. Donc, l'idée, c'est comment on peut optimiser ce temps d'analyse et de remédiation. Et surtout, on n'a pas toujours les compétences en interne, donc comment on peut être guidé de la façon la plus efficace possible pour contrôler et remédier à toutes ces listes de vulnérabilités. Et au-delà de ces listes de vulnérabilités amenées en fait par des dépendances third party, si on veut scanner un peu plus, on pourrait très bien, au-delà d'avoir une vulnérabilité, en fait, on pourrait très bien avoir laissé un identifiant d'un cloud provider public type AWS ou Azure dans un petit fichier d'une image Docker. Donc, si on veut scanner un peu plus, là, pareil. Donc, jusque-là, on était coincé avec juste l'analyse des CVE. Si on produit de l'infra as code et que, par exemple, on a été un peu trop permissif sur les permissions d'un bucket S3, ça aussi, il faudrait qu'on en soit informé, il faudrait qu'on soit capable de scanner des composants d'infra as code. Ou pareil, si j'utilise des librairies qui n'amènent pas de vulnérabilité en tant que telles, mais que je les utilise mal, ça aussi, c'est quelque chose qui mériterait d'être contrôlé. Et toujours pareil, si on découvre un petit peu qu'on utilise ça pas correctement, en fait, il faudrait être capable d'y remédier de la façon la plus efficace possible. Et donc, en fait, tout ça, ça arrive dans un contexte où on voit de plus en plus d'attaques qui surviennent. Et il y a aussi un nouveau type d'attaque qui est de plus en plus facile à exploiter, de plus en plus commun sur la supply chain. Et ça, je vais laisser la main à mon collègue David pour vous en parler. Merci David. Donc, comme l'a dit mon collègue, mis à part les vulnérabilités, on a un second type d'attaque qui est très en vogue ces dernières années, qui en fait est l'attaque de la supply chain. Donc, un petit rappel, la supply chain, c'est donc ce qui va approvisionner votre projet en éléments externes comme des bibliothèques et même des outils. Et en général, pas via des managers de paquets comme NPM, PyPy, Maven ou autre. Et bien sûr, l'attaque de la supply chain, en fait, principalement un piège tendu aux développeurs. Donc, la moindre faute de frappe peut entraîner de lourdes conséquences, comme l'utilisation d'un package qui ressemblera au package original, mais avec un code malveillant en plus. Donc, bien sûr, l'erreur humaine, c'est vraiment dans ce type d'attaque fonctionne très, très bien. Donc, la question, c'est pourquoi les hackers s'intéressent à ce type d'attaque. Aujourd'hui, c'est parce que, de un, trouver des vulnérabilités dans des produits, ça demande une certaine expertise, la connaissance du produit, la connaissance du code, la connaissance des failles de vulnérabilité qu'on peut utiliser, de nouvelles techniques. Contrairement à l'attaque de la supply chain, qui est plus une attaque du social engineering, une attaque qui se base sur les erreurs de frappe, les erreurs faites par les développeurs.
Donc, ça nécessite beaucoup moins d'efforts. Et d'ailleurs, un gros avantage des attaques de la supply chain, c'est l'impact qui est assez important, qui peut donc impacter plusieurs projets en un seul paquet, en fait, finalement, et qui se fait assez simplement via les NPM et PyPI qui sont assez souples sur les conditions, la publication de paquets qui est assez simple. Et en plus, vous avez autre chose en plus qui est un peu le bouquet sur le gâteau. C'est la relation de confiance que vous avez en tant que développeur, lorsque vous utilisez des paquets qui sont très populaires. Et justement, on ne se doute pas que finalement, on a remplacé un A par un O. On a téléchargé, NPM a trouvé le paquet avec l'erreur de frappe. On s'est pas douté qu'on a fait une erreur de frappe, mais finalement, le paquet a les mêmes fonctionnalités, mais avec une fonctionnalité en plus qui va être très discrète et qui va nous impacter sur le long terme et qui peut avoir de lourdes conséquences. Voilà. David, à toi. Je crois qu'on a laissé la main à Sharon pour un petit sondage. Ah. Voilà, donc là, on a un sondage. Voilà, vous avez un certain temps pour répondre. Vous avez 2 questions. Vous êtes invité à répondre. Sharon a eu un petit souci technique, mais elle arrive. Voilà, on voit les résultats s'affichent en temps réel. J'ai l'impression que c'est stabilisé. Effectivement. Sharon, à toi. Alors, voilà. tu as dit, je suis navrée, il y a mon ordinateur qui a craché. Bon, bah, c'est le live, hein. Ça arrive. Alors, du coup, donc, merci à tous. C'est bien, en tout cas, les garçons, vous avez géré. Et du coup, je vous redonne donc, le micro à du coup, David. Tu peux y aller. Ok, donc dans ce contexte que nous a expliqué David, d'attaques de plus en plus pressantes et de plus en plus fréquentes, de plus en plus faciles à mettre en œuvre, et aussi avec toute la problématique de reprendre le contrôle sur ces CVE et de gain de temps, parce qu'en final, on ne produit pas de valeur métier quand on passe du temps à remédier toutes ces vulnérabilités qui nous sont remontées. Chez JFrog, on a lancé un produit on a complété notre produit existant en fait avec un module qu'on appelle le Advanced Security pour répondre à toutes ces problématiques. Donc, la philosophie, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, on parle de JFrog Advanced Security et il y a un moment, on vous a fait le webinaire sur X-Ray. En fait, quelqu'un qui découvrirait nos produits, il ne ferait pas la différence entre les deux. Pour vous, anciens utilisateurs de X-Ray et utilisateurs de JFrog, c'est un nouveau set de features, mais en fait, c'est tellement intégré nativement et simplement que ça reste le même X-Ray avec des capacités en plus. Donc ça, c'est les premiers points. En fait, c'est toujours la même philosophie. Nous, on a un outil qui est binary-centrique. On va avoir Artifactory comme gestionnaire unique de binaire. Et globalement, en fait, X-Ray, à partir du moment où vous l'avez mis en œuvre, il va scanner en continu tout artefact qui arrive dessus. Et maintenant, avec les fonctionnalités d'Advanced Security, il va scanner plus de choses. D'accord? Donc, ça va répondre à ce critère, en fait, d'éliminer les zones d'ombre. En fait, on va scanner non seulement les vulnérabilités, on va voir qu'on va avoir des nouvelles fonctionnalités juste sur cette partie de scan des vulnérabilités, mais on va scanner beaucoup plus. On va scanner les secrets exposés, on va scanner les soucis de configuration, on va scanner les soucis d'utilisation de librairies tierces et aussi donc l'infra as code. Et ça, dans un seul but, en fait, vous faire gagner du temps et minimiser les faux positifs. Et les faux positifs, David va vous expliquer juste maintenant en quoi c'est un aspect en fait assez important. Parce que c'est vraiment un gain de temps énorme avec cette partie Advanced Security. Ok, merci David. Alors, comme il l'a très bien expliqué, en fait, justement, les vulnérabilités, c'est donc le nombre de vulnérabilités augmente de façon drastique, comme vous avez pu le constater. Et visiblement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on scanne
une image, on a une liste de vulnérabilités qui est sans fin, d'accord. Et c'est de plus en plus compliqué de justement vérifier manuellement les vulnérabilités en question. Donc en fait, cette mise à jour de X-Ray, elle a été pensée pour répondre à ce problème-là, en plus du problème des attaques de la supply chain, et justement d'augmenter le rendement des équipes de sécurité et de minimiser pardon, le temps perdu sur les faux positifs. Donc, comment nous procédons? Quelle est notre méthodologie pour ça, justement? Nous avons mis en place des scanners d'applicabilité qui vont tourner, en fait. Donc, lorsque vous allez scanner une image, on va trouver une liste de CVE. Et sur cette liste-là, on a des scanners, en fait, qui vont tourner sur chaque CV que nous avons recherché et qui va chercher des indices dans le code, dans l'image, dans les fichiers binaires, qui va correspondre à la vulnérabilité. Donc, si vous avez une fonction qui est vulnérable, eh bien, le scanner va chercher cette fonction-là si elle est utilisée dans le first party code, dans votre code que vous avez codé, ou bien c'est juste seulement codé, c'est des fonctions qui apparaissent dans les third party, mais qui ne sont pas utilisées dans le first party. On sait faire la différence. Donc, c'est un élément en plus qu'on va vous donner. On va aussi vous donner l'explication où ça se trouve dans le code, dans quel fichier ça se trouve. Comme ça aidera en plus les développeurs à justement trouver facilement le problème et la fonction vulnérable. Et en plus de ça, on va vous donner des informations supplémentaires que nous allons voir dans la démo qui sont assez importantes, qui sont faites pour les développeurs et pour les DevOps. Voilà. Exactement, ça on va le voir en image dans quelques instants. Merci David du coup pour ces précisions sur les faux positifs. Donc en fait ça a donné lieu à 5 nouvelles fonctionnalités majeures qu'on a ajoutées à notre outil d'analyse X-Ray. On va les scinder en 2 parties. Les 4 premières sont assez différentes de la dernière partie qui va scanner l'infra as code. Les 4 premières vont s'exécuter au sein d'un container. Donc la première, c'est notamment celle que vient d'expliciter David, avec les scanners d'applicabilité, ça va être l'analyse contextuelle. On va être capable de compléter cette liste de vulnérabilités, toujours dans le cadre où on tourne dans un container, donc notre application tourne dans un container, on va être capable de dire si oui ou non la vulnérabilité s'applique à votre code ou non. C'est-à-dire, en gros, est-ce que quelqu'un qui souhaiterait hacker cette application pourrait vraiment parvenir à le faire. Ensuite, on va ajouter à cette fonctionnalité d'analyse contextuelle la détection de secrets. On va scanner tous les fichiers en fait, qu'on peut trouver dans l'image Docker à la recherche de secrets. Et à date, on est capable de reconnaître à peu près 850 types de secrets différents. Donc, il y a bien sûr tous les credentials de type AWS, Azure, GCP, etc. Des credentials de type de base de données, même des certificats qui peuvent servir d'authentification. On va scanner vraiment un grand nombre de secrets et quand on trouve quelque chose, on va vous donner la preuve de ce qu'on a trouvé et où on l'a trouvé. Ensuite, on a déjà parlé, mais il y a le fait qu'une librairie en soi ne va pas amener de vulnérabilité, mais si vous ne l'utilisez pas correctement, par exemple, si vous faites du JDBC sans faire du SSL vers votre base de données, ou si vous faites des requests en fait en plein HTTP, ça peut être des soucis, typiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui va être remonté désormais. Donc toujours en scannant votre code et en allant regarder si vous utilisez correctement les librairies que vous importez. Un peu dans la même idée, toujours, vous pouvez inclure des services dans votre image Docker, type etcd ou Prometheus ou Envoy. Ces services en soi, ils peuvent être dans une version qui n'amène pas de vulnérabilité, mais la façon dont vous les avez configurés et mis en œuvre peut être problématique. Donc ça, on va désormais scanner en fait toute la configuration liée aux services classiques qui peuvent tourner dans les containers. Donc voilà, ça c'est les 4 premières features liées vraiment à l'écosystème container. Et on va finir par la dernière feature, mais en termes de valeur ajoutée, c'est vraiment pas la moindre de ces 4 features. C'est qu'on est capable désormais d'analyser, de scanner quand vous utilisez un repository Artifactory de type Terraform Backend, votre infra as code. Donc, typiquement, voilà, si vous avez exposé un bucket avec des permissions un peu trop larges et que ce n'était pas souhaité, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir remonter. Un security group un peu trop permissif, des communications non chiffrées, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vous remonter pour que vous puissiez avoir le contrôle de tout ce que vous mettez en œuvre en termes d'infrastructure as code. Bien sûr, ces fonctionnalités, elles vont venir compléter les fonctionnalités qu'on connaît d'X-Ray, donc la liste de vulnérabilités, même si on va compléter avec l'analyse contextuelle, la détection de packages malicieux qui vont, par exemple, vous
mettre en œuvre un trojan quand votre application va être démarrée. Les risques opérationnels, donc ça, c'est le fait de diagnostiquer si les librairies que vous utilisez sont activement maintenues ou non, qui est vraiment ultra important parce que souvent, la remédiation numéro 1 à une vulnérabilité, c'est de mettre à jour un package. Si votre package n'est plus maintenu, on voit bien ce qui peut se produire. La détection de licence, ça c'est quelque chose qu'on faisait aussi nativement pour voir si en fait vous voulez souhaiter par exemple utiliser que du MIT ou du BSD, ça c'est des choses qu'on fait toujours. Et enfin, et plus que jamais important, le SBOM, le Software Bill of Material, on va être capable de vous générer en fait la liste des ingrédients de votre application. Et ça, même si c'est une fonctionnalité qu'on a couvert dans le webinaire précédent, en fait, on voulait juste en reparler et mettre l'accent dessus parce qu'il y a des nouvelles directives, aussi bien côté US que côté EU, où ça devient obligatoire quand vous travaillez avec des organisations gouvernementales de fournir en fait cette liste d'ingrédients. Donc, ça conclut un petit peu la présentation, on va dire, théorique de nos features. Et je crois que je vais laisser encore la main à ma collègue Sharon pour vous proposer un petit sondage. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va faire le sondage numéro 2. Donc voilà, je vous invite à répondre aux 2 petites questions. On va attendre encore un petit instant pour avoir toutes les réponses. Super. Merci beaucoup. Du coup, je vais arrêter le sondage. Je vais faire un share results puisque ça va être intéressant pour vous à voir. Donc, David, vous me confirmez, vous pouvez voir les réponses? Oui. Super. Donc, voilà la réponse numéro 1. Donc, par rapport au pourcentage, on voit que la première option est la gagnante. Et du coup, pour la question numéro 2, donc, la majorité ont répondu non. Je vais arrêter le stop. Et je te redonne la main. Merci. Donc, c'est à moi de parler, ouais, c'est ça, David? Oui. Merci. Voilà. Okay. Donc, alors, en fait, c'est assez intéressant de voir les résultats parce que justement, ça nous donne une idée. Alors, trop de temps, c'est assez attendu parce que finalement, on passe beaucoup de temps à regarder la liste de vulnérabilités. Maintenant, c'est vrai, dans les 5 et 15%, je ne sais pas si vous regardez vraiment toutes les vulnérabilités ou bien les plus critiques et que est-ce que vous les regardez en détail ou pas. C'est des choses intéressantes à voir. Mais voilà, globalement, nous, on a fait une analyse sur les images Docker de Docker Hub les plus populaires. Alors, bien sûr, on ne prend pas les images de base en question parce que les images de base ne nous apportent rien. Il n'y a pas d'application qui tourne dessus, qui utilise ces composants-là, donc ce n'est pas intéressant pour nous. Mais on a pris des images de la partie community sur Docker Hub qui vous donne justement un exemple d'image de base. En plus, par-dessus, vous avez l'application qui va tourner et qui donc est un exemple réel d'utilisation des images Docker. Et finalement, on a pris les 200 images les plus populaires et justement, on a trouvé que 78% des vulnérabilités qui sont rapportées ne sont pas applicables. Alors, pour nous, en fait, c'est assez important. C'est une confirmation que notre méthode et notre approche est bien parce que justement, ça veut dire qu'on n'a que 22% des vulnérabilités à traiter, à analyser réellement pour savoir si c'est réellement exploitable ou pas dans notre cas. Alors, oui. Je me permets juste de te couper parce qu'il y a eu un commentaire assez intéressant par rapport à notre sondage. Donc, c'est de la part de Benjamin Dewey, j'espère que je le prononce bien. Et donc, du coup, il a inscrit les 5-15%, c'est parce que quand il y a trop d'informations, on ne regarde plus l'information. Donc, au final, même si on a du scan, on ne regarde plus les rapports. Je pense que justement, ce que tu es en train d'expliquer, c'est exactement ce que ça confirme. Voilà, ça confirme que ça peut changer. Merci en tout cas pour ce commentaire en direct. Alors justement, c'est exactement le problème qu'on essaye de résoudre parce que nous aussi, en tant que chercheurs en sécurité, on pense que ce problème-là est fondamental et important. Et donc finalement, avec notre approche, on a réussi à trier, à filtrer les vulnérabilités et à garder que 22% des vulnérabilités. Donc c'est
quelque chose qui est assez essentiel pour nous, sachant que dans les 22%, nous, on fait des tests d'applicabilité et non d'exploitabilité. Donc, finalement, on cherche des indices clairs que vous verrez dans X-Ray. Bien sûr, on vous dit ce qu'on cherche. On cherche telle fonction. Est-ce que telle fonction est utilisée? Et après, en fonction de ça, bien sûr, ça dépend des fois des paramètres que vous allez leur fournir, etc. Et ça, et même des fois, vous avez des filtres qui sont faits par vous-même dans le code avant la fonction vulnérable. Et donc ça, en fait, on va vous donner les outils aussi pour savoir si vous êtes dans le cas exploitable ou non exploitable. Mais déjà, vous aurez que 22% à traiter. En plus de ça, vous allez avoir toutes les informations qui sont données par les scanners d'applicabilité qui vont vous aider justement à en voir plus clair et vraiment être beaucoup plus précis dans vos demandes aux développeurs en tant que DevOps. Et ça va aller beaucoup plus vite, en fait. C'est assez sympa. Voilà. On va passer à la démo, donc vous allez voir ça en direct. Je pense que c'est assez intéressant. Super. Ouais. David? Oui, merci David. En effet, maintenant, on va voir un peu les choses en images. Donc, la démo, il va y avoir deux temps principaux, en fait. Ce qu'on voulait faire, c'était évidemment vous montrer un peu toutes les fonctionnalités. Donc, on a une image Docker qui va regrouper énormément de malfaçons et de packages malveillants, bien évidemment, pour qu'on puisse voir nos scanners en action. Mais on voulait aussi également, ça fait écho un peu à ce qu'a remonté Benjamin, qu'il y a tellement de vulnérabilités qu'on ne les lit plus et on a du mal en fait à reprendre le contrôle. Vous montrer un petit peu ce que ça donne sur un projet réel, les questions qu'on peut se poser quand on découvre des vulnérabilités, est-ce qu'elles m'impactent ou pas, et comment du coup, avec les nouvelles fonctionnalités d'Advanced Scanning, on va pouvoir répondre à ces questions qu'on se pose au quotidien. Donc, on a pris un petit scénario, un développeur qui veut créer un nouveau back-end GraphQL avec un framework récent. Il va découvrir au fur et à mesure de son implémentation que ses dépendances amènent des vulnérabilités. Est-ce que ça l'impacte? Est-ce que ça ne l'impacte pas? On vous propose de découvrir ça ensemble. Donc, on va passer à la démo proprement dite. Et c'est parti. Donc, le pitch, c'est un développeur. Voilà. Dans sa société, on travaille majoritairement en Java. Et il est tombé sur ce framework créé par Netflix, qui est un framework récent, updaté régulièrement. Voilà, il y a pas mal de downloads. Il a passé le test des 5 minutes, il l'a installé, il gagne énormément de valeur. Donc, cette application, on peut la voir ensemble. Il a commencé à faire un petit framework en GraphQL. Il n'a pas codé grand-chose. Il interroge sa base de données de films, comme c'est un framework Netflix, hop, on est capable d'interroger une base de données de films. Ça répond à ces critères. Pour lui, en fait, voilà, il a son endpoint GraphQL, il a énormément de valeur sans avoir vraiment en fait, eu à recoder et à implémenter en soi tous les concepts de GraphQL. Il a fait, entre guillemets, ses devoirs, c'est-à-dire il a été vérifié que le projet était toujours bien vivant, maintenu. Il y a des commits en fait, quasiment tous les jours. Voilà. OK. Pour lui, c'est un projet qui tient la route. Seulement, premier écueil et premier point d'intérêt, au moment où il a juste ajouté ce framework à son environnement, donc là, on voit que j'ai juste les 3 dépendances qui concernent le framework Netflix, qui s'appuie sur le framework aussi Spring, il a des petits points rouges. Et donc, en fait, ces points rouges, est-ce qu'ils m'impactent, est-ce qu'ils ne m'impactent pas? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand on a des vulnérabilités, on n'a pas forcément la compétence pour les lire. Là, si on a le plugin IDE JFrog, on peut avoir des insights. On a un petit souci, on voit quand même que c'est des critiques et que, par exemple, sur cette vulnérabilité-là, la 2022-22965, le risque, c'est du remote code exécution. On voit que cette vulnérabilité, elle est amenée par 2 packages différents au final. Hop, ici, j'en ai une 3e, mais celle-là, voilà, je vais la retrouver 2 fois. Donc, en tout, en fait, j'ai 2 vulnérabilités critiques différentes. Mais bon, est-ce que ça m'impacte? Est-ce que ça ne m'impacte pas? Je ne le sais pas, en fait. Et en plus de ce framework GraphQL, je peux avoir développé un petit peu de code personnalisé. Donc, bon, vous vous doutez un petit peu, comme c'est une démo sur la sécurité, ça va avoir un impact. Et typiquement, voilà, j'ai pu compléter mon framework avec un pass. Pareil, là aussi, spoiler alert, comme le pass s'appelle Vulnerable Pass, c'est possible qu'il ait introduit une vulnérabilité exploitable. À quoi ça ressemble ce code? C'est vraiment pas méchant. C'est juste un chemin que j'ai ajouté à mon application, Hello I'm a vulnerability,
Et en fait, ça, c'est du code qui arrive assez rapidement dès qu'on crée, par exemple, un endpoint pour publier les résultats d'un formulaire. OK. Maintenant, le risque, c'est quoi? Comme moi, je suis développeur et pas forcément expert en sécu, déjà, je ne sais pas que je suis vulnérable. OK. Et le risque, en fait, c'est quoi? Hop, je vais vous montrer en image. C'est que ça peut permettre d'ouvrir, une fois qu'on a exploité la vulnérabilité, ce qu'on appelle un web shell. Donc, c'est-à-dire que là, j'attaque toujours mon application. Et si je veux savoir, par exemple, qui je suis root, le container s'exécute en root. Si je veux avoir la liste de mes verbes d'environnement, c'est très facile, je tape la commande env. Et tout ça, ça s'exécute en parallèle de mon application. C'est-à-dire que tant que le hacker n'a pas fait vraiment un exploit malveillant, j'ai un web shell qui est ouvert, ça a été exploité, la faille a été exploitée, j'étais vulnérable, je ne le savais pas, et mon appli continue de s'exécuter comme si de rien n'était. Donc là, hop, je peux par exemple continuer d'appeler mes fonctions d'API. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même de vraiment critique, mais c'est pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué en fait. Là, j'ai juste pour l'instant une liste de vulnérabilités et je ne sais pas comment ça m'impacte. Donc, vous allez voir que maintenant, avec le nouveau scanner d'applicabilité, j'ai scanné cette image Docker qui met en œuvre mon application. Voilà. Et par un simple coup d'œil, je vais voir que cette vulnérabilité, donc c'est bien celle qui était en question, je vois une analyse contextuelle qui va me dire « OK, elle est applicable ». Et ça, comme c'est tout le travail issu de notre équipe de recherche interne, je vais laisser David vous en parler. Merci David. Alors, on va cliquer dessus déjà. Voilà. Donc, cette vulnérabilité sous ce nom-là, qui est un peu CVE 2022-22-965, on l'appelle en fait communément Spring for Shell. Alors, pourquoi? Parce que c'est une vulnérabilité qui impacte le framework Spring. D'ailleurs, on a écrit un blog post que je peux vous montrer dès maintenant. Je pense que c'est assez important sur les vulnérabilités qui sont critiques. Et donc, globalement, quand nous pensons que ça peut impacter un grand nombre de setups, de serveurs, etc., on publie ce genre d'article de recherche. Donc, c'est assez intéressant si vous avez le lien du blog de JFrog, donc ça vous permettra de voir un peu nos recherches. Mais globalement, très rapidement, cette vulnérabilité-là, elle est vraiment l'équivalent de Log4Shell, mais pour Spring. L'impact est un peu différent parce que finalement, c'est dans un cas très spécifique que c'est vulnérable. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le code que vous avez montré, David, donc c'est simplement une fonction qui a été définie, c'est du data binding. On appelle ça data binding. En fait, c'est quand vous définissez une classe avec un endpoint et que, en fait, finalement, vous allez accéder à cette adresse-là, donc du endpoint, avec les éléments qui sont définis dans la classe. Et ça va automatiquement générer un objet avec justement les informations, les informations que vous avez données dans l'URL. Donc là, l'ID de greeting sera 5 et le contenu sera hello. Alors, justement, ça, c'était une fonctionnalité qui a très bien marché jusqu'à présent et qui n'était pas vulnérable. Mais justement, il y a eu une modification dans le JDK de Java. Donc, depuis la version 9, ils ont ajouté une fonctionnalité qui est assez étonnante en vrai, parce qu'elle est très dangereuse, qui est l'API qu'ils ont ajouté, classe getModule. Cette classe-là va permettre d'accéder à des classes internes de Java, des classes. Donc, ça veut dire que là, vous avez la classe greeting, mais en plus de cette classe-là, greeting, vous allez pouvoir accéder à des classes qui sont au-dessus, comme class loader, protection domain, des choses comme ça. Donc, c'est des classes internes à Java. Pourquoi c'est dangereux? Parce que finalement, on va pouvoir accéder donc à des classes internes. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une explication qui est assez claire. Donc là, dans ce setup-là, avec Tomcat, vous avez le class loader qui peut être utilisé pour modifier justement le chemin d'accès du fichier de log. Donc le fichier de log est mis dans un certain répertoire qui est défini dans Tomcat, mais on peut le modifier et le rediriger vers un autre répertoire. Le répertoire qui va être choisi, ça va être le webroot directory.
ce webgroup directory, c'est là où se trouvent aussi les fichiers de votre application web. Et en fait, justement, alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que justement, le log que vous allez produire va automatiquement aller s'enregistrer dans ce répertoire-là. Et donc, maintenant qu'on sait où va s'écrire le répertoire, ce répertoire-là, on sait qu'il a les accès les plus prioritaires, etc. Donc là, maintenant, on va choisir ce qu'on veut écrire dedans. On sait comment trigger ça et comment écrire ce log-là. Et maintenant, on va écrire ce code-là, qui est en fait un code qui est très connu, qui est un web shell JavaScript, qui est en fait, comme vous pouvez le voir dans le code, si vous comprenez un peu le code Java, il va prendre le paramètre commande et l'exécuter et bien sûr afficher le résultat. Donc c'est vraiment ce que fait un shell classique. Et donc finalement, un hacker va pouvoir profiter de cette vulnérabilité-là qui a été introduite à cause de Java, justement, d'une update, d'une mise à jour de Java, et qui va impacter tous les serveurs utilisant le framework Spring. Alors, bien sûr, pourquoi on n'a pas autant parlé de Spring for Shell que Log4Shell? C'est parce que les conditions d'exploitabilité sont un peu différentes et il y a des conditions un peu différentes. C'est-à-dire que là, on vous a montré une classe avec ID et content, mais si maintenant c'est des classes qui utilisent des classes, des classes comme les classes qui sont définies ici, eh bien justement, elles vont pas être exploitables. La vulnérabilité ne sera pas exploitable. Voilà. Donc ça, en gros, c'est la vulnérabilité Spring for Shell. Elle est très critique, mais voilà. Donc nous avons codé un scanner d'applicabilité que vous pouvez trouver dans la partie contextual analysis et qui va vous donner deux informations. Donc, elle va vous donner, d'abord, je vais commencer par ce qui est en bas parce que c'est intéressant de voir ça. C'est déjà, qu'est-ce que nous, dans notre scanner, on va chercher et on va vous rapporter. Donc là, on va rapporter tout ce qui est avec les annotations de Spring, request mapping, etc. Et en plus, on va aussi détecter si la classe qui est fournie dans cette fonction-là est une classe qui est vulnérable ou pas vulnérable. En fait. D'accord? Et ensuite, bien sûr, donc là, vous avez le résultat du scanner qui va vous donner deux evidences, donc deux indices qui a été trouvé dans le code. On vous donne le chemin du pass, donc le pass de la classe qui contient le code vulnérable. Dans Sky, on a deux reprises, on a le code vulnérable. Donc, on a bien sûr la classe vulnerable pass qui a été définie par David, et même dans GraphQL, on a un autre chemin qu'on doit vérifier. Donc, nous, en tant que DevOps développeur, on doit vérifier ce chemin-là avec les conditions d'exploitabilité qui sont définies soit dans l'onglet détail ici, ou bien sur le blog post. En plus de ça, on va vous donner une méthode de remediation qui va, donc c'est une solution qui est, parce que bien sûr, la meilleure des solutions, c'est de mettre à jour le framework Spring, mais souvent, mettre à jour, c'est pas évident, comme vous le savez. Donc, nous, on vous propose des solutions qui sont parallèles, disons, qui sont plus sur le code first party que vous pouvez ajouter facilement. Vous pouvez le donner au développeur qui l'ajoute facilement et qui va vous prémunir de cette vulnérabilité-là. Voilà. Donc là, vous avez tous les détails. En plus de ça, on vous donne aussi un aperçu de pourquoi cette vulnérabilité est critique. On vous donne les points positifs et négatifs, disons. Donc là, on vous dit par exemple qu'il faut que ça tourne sur une application, donc Tomcat, utilisant le JDK 9 et que ça peut causer un remote code execution. Voilà, globalement. Donc, c'est des informations qu'on vous donne qui vont simplement, avec ces informations-là, vous pouvez vous tourner vers le développeur. Les développeurs de ces classes ou ces modules, que vous savez, enfin, voilà, vous savez qui développe tel et tel module. Donc, c'est beaucoup plus précis que de dire à un développeur lambda, voilà, il y a un problème dans le code. Il y a une vulnérabilité, s'il te plaît, regarde ça. Voilà. Donc là, nous, on vous donne les détails, on vous donne les remediations et on vous donne les informations qui sont nécessaires pour résoudre ce problème-là. Voilà.
Super. Merci beaucoup, David. Alors, je vais juste poser une question live tout de suite en plein milieu de la démo. Comme ça, il y a aussi une participation. Donc, du coup, c'est une question qui a été posée par Mathieu Lacotte. Bonjour. D'expérience, ce type de scanner remonte souvent une pléthore, j'espère que je le dis bien, d'alertes, dont une plus ou moins. Ah, ça a coupé. Oui, allô? Hello. Oui, alors je vais lire la question. Ok, donc la question de Mathieu, c'est par rapport en fait à à la gestion des faux positifs. Donc la nécessité d'instruire ces résultats avant de pouvoir les communiquer à des profils développeurs. Donc en fait, la question effectivement, c'est comment est-ce que je peux faire du triage et Voilà. m'assurer finalement que ce qui arrive finalement sur la table des développeurs ne soit traité en fait qu'en fonction de l'applicabilité, ok, des vulnérabilités. Effectivement. Ok. Donc, Ouais. David, comment est-ce que vous pourriez traiter ce point du coup? Alors Ok, déjà, en alors, effet, il y a un premier vas-y, tri, c'est David. le niveau de la vulnérabilité. Ici, dans un premier temps, il faudrait que toutes les critiques soient dans le backlog. Ensuite, nous, on voit qu'il y a un deuxième niveau. C'est quand l'équipe de David s'est intéressée en fait, à la vulnérabilité, c'est que c'est une vulnérabilité high profile, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment courir des risques à votre organisation. Et donc, ça, le deuxième niveau, c'est quand il y a la petite fiole verte. Donc, en termes de priorisation, déjà avec ces deux éléments-là, vous pouvez déjà classer votre backlog. Mais alors surtout, maintenant, avec l'analyse contextuelle, quand vous voyez applicable, celle-là doit passer en haut de votre liste de traitement. Et avec la remédiation, du coup, vous avez un chemin, en fait, on va dire sans impact sur la base code existante, parce que, comme l'a dit David, le mieux, c'est l'upgrade, mais il peut y avoir un impact sur le code produit jusqu'alors, alors qu'avec l'upgrade en pur patching, en fait, par l'onglet remédiation, ça, il n'y aura pas d'impact sur l'existant puisque vous n'allez pas toucher à votre librairie et vous allez en fait gommer cette surface d'attaque. Ça ne dispensera pas le fait de mettre à jour la librairie parce qu'on rappelle que les exploits, ils sont à date. Quand on a un exploit, en fait, c'est que quelqu'un a trouvé comment faire pour créer un web shell en exploitant ce code qu'on soupçonnait d'être malicieux. Donc, vous le patchez à date, mais voilà, si quelqu'un demain trouve un autre exploit, nous, on mettra à jour notre base de données et vous en serez prévenu, mais voilà, ça ne vous protège pas complètement tant qu'il y a du code vulnérable, même si vous faites une remédiation d'un autre exploit trouvé par quelqu'un d'autre. Donc ça, je ne sais pas si ça répond à ta question, Mathieu, mais le premier niveau, c'est la sévérité, et après, oui, le critère justement applicable ou pas, sur lequel on garde toutes les fonctionnalités extraits basiques de violation, d'alimentation automatique d'un Jira, de notifs sur un Slack channel, etc. Je crois que À David a ça, à ça, je rajoute deux éléments. C'est que lorsque l'on recherche, alors voilà, ici on peut voir qu'il y a deux critiques par exemple. La première critique, vous avez un autre élément dans le détail que vous allez avoir, c'est le JFrog Severity. Donc en fait, lorsque nous avons recherché cette vulnérabilité, nous avons évalué les risques encourus et comment c'est exploitable, etc. Mais des fois, donc une vulnérabilité peut être critique, mais très peu exploitable, très difficilement exploitable. Dans ce cas-là, on va réduire la sévérité de notre côté parce que nous, on prend le contexte en compte, chose que lorsque le CVSS ne prend pas en compte le contexte, en fait, justement, il prend juste comment la vulnérabilité est exploitable et dans le cas où vous définissez pas certains éléments du CVSS, vous allez avoir un CVSS très élevé qui n'est pas un vrai reflet de la sévérité réelle. Euh, Ça veut dire dans le monde réel, ça veut dire dans est-ce que c'est réellement exploitable en fonction du contexte, etc. Donc là, je vous dirais, il y a deux choses. De un, lorsque c'est non applicable, vous pouvez être quasiment sûr, je vous garantis que c'est pas exploitable. Lorsque c'est noté exploitable, applicable, pardon, lorsque c'est noté applicable, donc vous savez qu'il y a des chances que ce soit exploitable, il faut le vérifier, c'est conseillé de le vérifier, mais vous allez avoir les éléments qui vous permettent, dans le détail, vous allez avoir les éléments qui vont vous permettre de savoir si c'est exploitable ou pas. D'accord? Et bien sûr, on vous donne une solution qui est peut-être beaucoup plus simple en tant que DevOps à fournir aux développeurs plutôt que chercher à savoir si c'est exploitable. Des fois, mettre en place la solution, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct
Et puis, le développeur, lui, ça lui prendra un minimum de temps. Donc, au final, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Et donc, voilà, donc il y a deux choses. Donc, il faut regarder si c'est applicable ou pas applicable. Et dans le cas où c'est applicable, vous pouvez aussi regarder la sévérité qui va vous donner une information de savoir si c'est vraiment critique ou pas. Et bien sûr, en tant que DevOps, vous pouvez lire les détails et les raisons qui nous ont fait choisir en fait cette sévérité-là et qui va justement influer sur votre décision de savoir si c'est vraiment critique ou pas, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment là où justement, merci pour la question parce que c'est vraiment là où on a musclé en fait la solution pour justement vous faire gagner énormément de temps. Et d'ailleurs, si on clique sur cette vulnérabilité-là, on voit que là, la sévérité de JFrog est critique. Donc, merci pour cette question. On va switcher d'environnement parce que c'est une image issue d'un projet réel, donc elle ne contient pas toutes les catégories non plus. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a créé une autre image avec d'autres malfaçons aussi pour qu'on puisse balayer ensemble toutes les catégories. Les vulnérabilités, on vient de faire le tour sur cette fonctionnalité, mais avant de passer la main à mon collègue David sur les packages malicieux, je voulais juste qu'on voit en fait sur cette image, on utilise un autre langage. Il y a du code Python et aussi du code JavaScript qui tourne. À nouveau, une vulnérabilité en fait classée critique par nos équipes qui va offrir en fait le même risque, qui va exposer le même risque. C'est du remote code exécution. Et sur cette analyse contextuelle, là, comme on est sur un langage qui est interprété, on a directement pu vous donner en fait la ligne précise dans le fichier et les fichiers impactés. Et donc, toujours pareil, la remédiation, dans ce cas de figure, c'est l'appel à une fonction bien précise qui est en cause. Donc, voilà, il faudrait placer tous les appels en YAML.load avec YAML.saveLoad. Et vous êtes safe. Voilà. Donc, je pense que sur les vulnérabilités, on a quand même pas mal fait le tour. Donc, maintenant, on va balayer ensemble les nouvelles catégories d'analyse. Donc, je vais laisser David vous parler des packages malicieux. Merci David. Alors, avant de justement commencer sur les paquets malicieux, de parler de ce paquet-là en question, je tiens à vous faire part en fait de nos efforts de recherche, que justement nous, on travaille sur les paquets malveillants, mais on a des automations qui vont permettre qui tournent sur les écosystèmes les plus connus, comme NPM, PyPI, qui sont les plus vulnérables en fait par leur simplicité d'ajouter des paquets par n'importe qui sans vérifier l'auteur, etc. Chose que vous n'avez pas dans Maven et NuGet, par exemple, pour vous donner une idée. En tout cas, nous, dans notre équipe de recherche, on est constamment en train de chercher de nouvelles façons, de nouvelles techniques pour pouvoir faire des automations et trouver des nouveaux paquets malveillants et ainsi vous prévenir de ces paquets-là. On a une base de données, pour vous donner une ordre d'idée, qui contient plus de 20 000 paquets aujourd'hui malveillants qui ont été trouvés par des chercheurs, une partie par nous, une partie par d'autres entités. Et voilà, dans cet exemple-là, nous avons un paquet malveillant qui a été trouvé, c'est EcoPower. Donc en fait, c'est simplement un paquet qui existe réellement. Donc EcoPower, il y a l'équivalent, c'est un outil de monitoring en fait. Et ce paquet-là, précisément, est en fait une copie du paquet réel, avec en plus un ajout qui va permettre à l'attaquant, à l'hacker, de se connecter en fait. Ça va créer une backdoor pour le hacker. Donc lorsque vous avez ce paquet-là sur ce produit-là qui va tourner sur un serveur, eh bien, en fait, vous allez ouvrir une porte aux hackers qui peuvent se connecter. Et en fait, c'est assez malicieux. En fait, ça utilise, si vous connaissez un peu ce domaine-là, ça utilise ce qu'on appelle la Medusa Backdoor. C'est une backdoor assez connue, en fait, et qui va contacter, en fait, un serveur distant, le serveur du hacker, et va recevoir des commandes de ce serveur-là. Donc, il va à la fois notifier le hacker que vous utilisez le paquet malveillant, bien sûr de façon discrète et de façon encodée. Donc, même si vous catchez des paquets à différents niveaux dans votre réseau, des paquets qui vont être dirigés vers une IP que vous ne connaissez pas, déjà, est-ce que ça va être une IP ou un domaine parce qu'aujourd'hui, il y a plein de méthodes de pouvoir pour bypasser en fait ces outils-là. Mais réellement, en fait, au final, vous n'allez pas voir le paquet, vous n'allez pas comprendre et peut-être vous allez le laisser passer. Et dans ce cas-là, ça va envoyer à un serveur distant
les informations comme quoi vous utilisez le paquet malveillant, et lui, il aura la possibilité d'envoyer des commandes qui pourront compromettre votre serveur. Super. Merci David. Je vais vous présenter la catégorie suivante de scanning. Hop. Les secrets, la détection de secrets. Donc pareil, c'est toujours une image. On a volontairement créé des exemples pour vous montrer ce qu'on est capable de scanner. Et typiquement, voilà, les premiers, plain text API key found. Hop. Ici, ce que le parseur a trouvé, c'est un credentials d'AWS. Donc, on vous donne en fait le début. On n'a pas recopié évidemment tous les credentials qu'on a trouvés, sinon ça serait aussi une faille en termes d'IHM, mais on vous donne aussi le fichier dans lequel on l'a trouvé. Bien sûr, on vous explique un peu les enjeux de ce que c'est de laisser traîner un credential, surtout de provider cloud public dans une image Docker. Suivant les permissions associées à ce compte, l'impact peut être plus ou moins grand, mais ça peut se retrouver par une facture colossale sur AWS ou sur GCP à la fin du mois. Et donc voilà, c'est aujourd'hui une des choses que les hackers recherchent le plus. Donc il y a des scanners sur tous les repositories de code public, bien sûr, mais aussi, voilà, dès qu'il y a une image qui est pochée quelque part et qu'on y a accès, les hackers vont essayer de trouver des credentials laissés au hasard. Et il y a pas mal de sources, parce que, bien sûr, il y a les endroits, on va dire, où on attend ces credentials, typiquement les fichiers de configuration dans votre folder AWS Credentials, certains fichiers de config, mais aussi ça peut être dans le bash history. Si vous les avez utilisés dans des commandes shell, on peut les retrouver là-dedans. Donc voilà, ce scan de secret est assez précieux et devrait être intégré dans toutes vos chaînes DevOps aussi à l'avenir. La catégorie suivante, et là, je vais partir du monde Docker, parce qu'on a dit, comme je suis dans une image Docker, évidemment, je n'ai pas d'infra as code. Elle va concerner un autre type d'artefacts. Ce sont les artefacts déposés sur les repositories de type Terraform Backend, qu'on a sous les yeux. Et là, on va voir aussi qu'on a un advanced scan qui peut s'opérer. Donc lui, à contrario, toutes les autres catégories va être vide d'informations, et seule la catégorie infra as code va être enseignée. Et sur cette infra as code, quel type de scanner on fait? On regarde déjà ce que vous créez. Si vous créez du Azure, on ne va pas scanner de la même façon que si vous créez du AWS, par exemple. Et quand vous créez du AWS, on va regarder si tout l'infra as code qui est créé par ce code Terraform, ce state.latest.json, va respecter un certain nombre de best practices et de guidelines sécurité usuelles. Par exemple, voilà, là, il y a des exemples de bucket S3. Vous savez peut-être qu'il y a eu 2 niveaux de permission dans la vie de S3. Il y a eu les ACL, c'était le mode legacy, et maintenant, ils ont unifié aussi avec leur système IAM. Dans les deux cas, si on détecte que vous avez utilisé la syntaxe qui rend le bucket exposé publiquement et sans contrôle, on va pouvoir vous le remonter. D'accord ? Donc, on va vous donner la ligne dans laquelle on l'a trouvé et le paramètre en question. Toujours pareil, ce que ça signifie. Hop. Et alors là, oui, tout est regroupé en une seule fois parce que l'exploit est détaillé entièrement à la fin. Et ici, voilà, on va pouvoir en fait vous donner exactement ce qu'il aurait fallu faire et ce que ça implique en termes de failles de sécu. Donc ça, on l'a pour les deux types de jeux de policy AWS. On a aussi pas mal d'autres détections. Par exemple, voilà, ici, vous avez créé un bucket où vos données ne sont pas chiffrées en fait, au repos. Hop, ça c'est aussi pareil, un paramètre qu'on est capable de remonter. Des API Gateway sans autorisation, pareil, on va vous l'indiquer. A contrario, aussi, les points qu'on a vérifiés et qui sont OK, on vous les indique. Donc, c'est cette petite colonne status, et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Ça veut dire que ça a été ACC et votre infra as code vis-à-vis de ces points-là, c'est OK. Donc, plus vous corrigez les choses remontées en fait, par nos scanners, plus cette colonne en fait, vous alimente de façon automatique votre backlog. Comme ça, vous avez le contrôle en fait, sur tout ce que vous créez. Et ça reste du X-Ray. Donc après, il y a tout ce qui est possible en termes de violation d'ignore rule basé sur ces nouveaux critères. Donc ça conclut un petit peu la partie AC. Et je vais revenir pour les 2 dernières catégories qui, elles, s'appliquent encore sur un container, sur cette fameuse image Docker. Et je vais laisser David vous parler des parties services et applications. Voilà, donc nous avons l'équivalent en fait de ce que David a présenté pour les services
et démons qui tournent sur le serveur, donc les third-party services, comme Envoy, par exemple, qui est un proxy. Et donc là, par exemple, si vous avez telle configuration, donc dans ce cas-là, vous avez en fait la socket admin qui est ouverte. Et donc, en fait, ça, c'est un risque assez important que un attaquant se connecte, bien sûr, sur l'interface admin sans, bien sûr, demander d'authentication. Et donc, ça va provoquer qu'il peut à la fois ou bien éteindre complètement le proxy. Et donc, dans ce cas, vous causez des problèmes. Donc, pouvoir même gérer un man in the middle, procéder à un man in the middle après sur votre trafic et justement donc impacter votre application fortement. Donc ça, c'est un des scanners de configuration que l'on a qui est principalement pour les services, les third-party services et les daemons. Une autre partie, c'est les applications. Donc là, par exemple, on va checker le code que vous avez produit, que ce soit du JavaScript ou bien Python. Et donc, dans ce cas, par exemple, ici, on a un exemple typique dans lequel on utilise request. Alors, est-ce que ici on vous donne, a priori, on vous donne les façons, voilà, what should I do? Voilà, donc en fait, on vous donne à la fois l'évidence qu'on a trouvée dans le code, comme l'a expliqué David. On vous dit que, par exemple, ici, vous avez on vous explique en fait ce que c'est. Donc là, on ne vérifie pas le TLS certificate. Et comme vous pouvez le voir ici dans la ligne, vous avez verify equal false. Et qu'est-ce que l'on doit faire en fait réellement? C'est justement activer la vérification des certificats SSL en modifiant justement le false en true et qui va remettre la sécurité dans votre script. Voilà. David, à toi. Non, je pense que là, on arrive à la fin de la démo et qu'on vous a montré un peu toutes les nouvelles features liées à cette release d'Advanced Security. Voilà. On a un dernier sondage, je crois. Oui, je crois que Hamza. Sharon avait un sondage à nous présenter, ou je ne sais pas si Hamza, tu as aussi moyen de le lancer. Allez, je vais le lancer. Pas de troisième sondage dans la liste, je suis désolé. Attendez, je suis en train de regarder. Non, c'est bon. Ok, allez, on y va. Parti. Ok, ça a l'air de se stabiliser. Ah, non, c'est serré. C'est serré sur une des deux questions. Je pense qu'on peut arrêter le sondage comme ça s'il y a des questions additionnelles. Donc, à la première question, est-ce que votre société a pour projet d'implémenter les SBOM? Ah, ça vient de bouger à l'instant. À 2 votes près, le non l'emporte, 47-53. Ça dépend vraiment de vos types de clients et des problématiques de votre société. Donc, c'est sûr. Donc, voilà, il y a un peu... on est partagé dans l'audience de ce webinaire. Et à la deuxième, êtes-vous intéressé par l'implémentation d'X-Ray et ou JFrog Advanced Security dans la chaîne logistique de votre organisation? Là, le oui l'emporte d'une majorité écrasante. Déjà, merci beaucoup. Ça veut dire qu'on vous a intéressé avec les nouvelles fonctionnalités qu'on vous a montrées au cours de ce webinaire. Et donc, ça fait une transition parfaite. Hop, puisque tout ce qu'on a montré, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver, je pense que certains ont eu ces liens-là dans l'invitation au webinaire. On a un test drive, vous pouvez retrouver en fait l'exemple qu'on a parcouru ensemble, le deuxième,
Et vous pouvez aussi nous contacter ou ouvrir en fait une souscription sur notre service SaaS pour bénéficier de ces scans en fait avancés dès aujourd'hui et commencer un petit peu à prendre en main toutes ces nouvelles fonctionnalités et vous faire un peu une idée, comme par exemple on l'a fait avec le projet GraphQL, de la valeur ajoutée, de ce que ça amène dans la remédiation au quotidien des vulnérabilités. Et donc maintenant, on est à votre disposition pour répondre à toute question. Je crois qu'Hamza, vous faites de la modération et surveille un petit peu les questions qui émergent. Ton micro est en. Là, tu l'as. Alors, on a une question en fait de Thomas, Thomas Comté. Avez-vous prévu de pouvoir utiliser votre scanner et l'analyse contextuelle sur le registry d'images tierces telles que SIR, ICR ou Arbor? Est-ce que vous avez Alors, c'est une très bonne question en fait. Alors en fait, pour l'instant, on, on ne souhaite pas en fait, analyser les third parties, c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources en fait justement. Donc ça atteint beaucoup les performances et l'objectif c'est quand même d'avoir un scan assez rapide qui va vous donner des informations importantes rapidement, comme c'est dans une phase assez importante. Donc justement, pour l'instant, pour certains scanners, on analyse déjà des third parties en fait, mais on essaye de minimiser au maximum lorsque l'on peut. Mais ça va alors, venir dans une prochaine mise à jour, quoi. Ça veut dire c'est prévu, mais oui. David, excuse-moi de t'interrompre. Non, je pense que la question elle concerne en fait un autre domaine, c'est s'il est Ah, possible de plug X-Ray à d'autres registries, à des registries tierces, pour ah. pouvoir du coup scanner des images lorsqu'elles ne sont pas stockées dans Artifactory, mais sur Ah, d'autres pardon, plateformes. merci Non, non, d'avoir. non, il n'y a pas de problème. Sur ça, oui, je Et, peux je apporter un... Ouais, peux y vas-y. répondre très rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. En fait, il y a plusieurs raisons derrière ça. En fait. Donc, la réponse courte, c'est effectivement, actuellement, il faut avoir toutes les images Docker dans JFrog Artifacto. Il y a aussi une raison derrière ça. Une des raisons, et c'est une raison primordiale, c'est d'avoir une source de confiance. De ne pas finalement disperser ces images dans plusieurs systèmes, d'avoir un endroit particulier où on va pouvoir faire de la promotion, où on va pouvoir avoir en fait des registries de décontamination. C'est-à-dire que par exemple, faire un assessment et analyser des images de base et les fournir, ensuite les promouvoir vers une registrie dite certifiée, ce qu'on appelle faire du sourcing ou de la curation. Et ensuite, derrière, d'avoir une standardisation et une unification sur la manière dont on traite ces images, dont on les analyse, dont on traite les résultats. Et on peut très bien imaginer que si on se retrouve en fait à avoir des images un peu partout, on peut finalement perdre en visibilité. De ce côté-là. Après, bien évidemment, il y a un autre aspect qui est technique, c'est un peu ce qui se passe sous le capot, c'est qu'Artifactory X-Ray, ils sont intégrés, ils communiquent, ils parlent le même langage, et il n'y aurait pas effectivement, alors ça rejoint un peu le point qu'a mentionné David, il n'y aurait pas en fait la même efficacité en termes de scan continu, parce que ça c'est une différence primordiale entre X-Ray et d'autres solutions sur le marché, qui scannent à un moment donné au moment du build ou à un moment bien particulier. L'avantage avec X-Ray, c'est qu'il permet de garder un œil constant sur ce qui se passe dans les registries, et particulièrement dans la plateforme JFrog. Et il permet du coup d'avoir de l'alerte en automatique et du coup, il fait de la veille. C'est exactement le mot que je voulais trouver. Il fait de la veille en termes de sécurité sans que vous ayez finalement à déclencher ni à la main ou de manière programmatique des scans à la demande. Et sachant qu'en tous les cas, ce n'est pas bloquant, hein. Comme ça complète en fait ce que tu as dit, mais si vous avez un repository Arbor qui contient des images, si la montagne ne va pas à Mahomet ira à la montagne, mais voilà, vous pouvez très bien créer un remote repository Docker sur ce repository Arbor, et au fur et à mesure, vous ferez des pulls via ce repository remote. Si vous avez marqué le repository comme indexable, vous bénéficierez des advanced scans sur vos images Arbor récupérées et qui arrivent dans Artifactory. Et après, vous pourrez, comme l'a dit Hamza, effectuer une curation en fonction des résultats, automatiser ça suivant les process de votre organisation. Donc, ce n'est pas bloquant. Même si vous avez des images autre part, en les fédérant dans Artifactory avec les remote repos, vous allez pouvoir les scanner de façon avancée. Est-ce qu'on a d'autres questions, Hamza ?
Alors, on a des questions. Je crois qu'il y a 2 questions qui sont revenues. Ah oui, c'est une question de Michel. Michel Desmodes. C'est par rapport en fait, à l'antivirus, ok, ou à la détection de malware. Alors, il faut être, je peux prendre la question, hein, cette question. Il faut être en fait très précautionneux concernant l'utilisation d'antivirus. Alors, bien évidemment, ils sont là pour une raison. Maintenant, il faut éviter de le faire soit directement sur le file system de votre registry, enfin, là, en l'occurrence, le file system d'X-Ray, parce que si à un moment donné, il y a un malware qui est détecté, ben suivant la manière dont est configuré l'antivirus, il pourrait être amené carrément à supprimer à mettre en quarantaine le fichier ou à le supprimer du file system, ce qui peut conduire à un problème d'alignement, entre ce qu'il y a dans la base d'Artifactory et ce qu'il y a sur le file system. Donc ça, c'est une chose. J'aurais tendance à dire, si vous avez la possibilité de configurer, alors là, vous parlez en fait, Michel, de McAfee, c'est ça, hein. Si vous avez la possibilité de contrôler ce que fait l'antivirus et de s'assurer qu'il génère un report, mais sans supprimer, sans agir directement sur le file system, en supprimant le fichier, ça peut être une très, très bonne solution. Il faut juste, comme je le disais, contrôler ce que fera l'antivirus. Il y a une autre méthode qui est le faire au niveau réseau. Alors ça, en termes de perf, c'est pas merveilleux. On a des clients qui l'ont déjà fait en fait en utilisant comme une sorte de firewall, en traitant les flux réseau. Ça peut vraiment dégrader vraiment les performances le temps de download des fichiers. Au moment des bulles, ça peut avoir un impact considérable. Donc ça c'est une autre méthode, une autre approche, mais qui est à prendre de manière en fait voilà, avec beaucoup de pincettes. J'aimerais rajouter un petit élément, Hamza, Bien sûr, si bien ça ne sûr. dérange Alors, pas. très rapidement, il y a juste une dernière méthode qui est effectivement associée à une curation ou à un sourcing, d'avoir dans votre environnement de contamination un scan asynchrone qui ne participe pas au monde du build, qui est fait évidemment de manière déconnectée pour pouvoir du coup faire un scan de malware, enfin une détection de malware, mais sur l'environnement des contaminations. Et ça permet de s'assurer du coup qu'il n'y a pas forcément d'impact en termes de performance sur les process usuels que sont les builds, les développeurs consommant des librairies, etc. Voilà. Alors à ça, j'aimerais ajouter un élément, c'est qu'en tant que pirate, la première chose qu'on souhaite obtenir, en fait, c'est les permissions les plus hautes sur votre système, d'accord? Donc, si un hacker réussit à se connecter sur votre système, la première chose qu'il va faire, c'est déjà analyser l'environnement sur lequel il travaille, sur le contexte, le système, les outils que vous utilisez, donc les antivirus principalement, et il va les désactiver. C'est l'objectif premier, c'est de désactiver vos défenses pour pouvoir justement avoir un maximum d'impact sur vos systèmes. Donc, bon, c'est bien d'avoir un antivirus, je dis pas, hein, mais juste prendre en compte que une vulnérabilité qui peut mener à du remote code execution peut avoir de très lourdes conséquences, dont justement la désactivation des défenses. Et ensuite, bien sûr, on peut imaginer donc après les pires scénarios possibles. Voilà. Hamza, tu nous lances sur la prochaine question? Oui, alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Je crois que c'est à peu près tout, hein. Toutes les autres questions ont été adressées. Il y avait aussi une question par rapport en fait à ce qu'on scanne. Ah oui, par rapport au type de paquet. Est-ce qu'on scanne que du Java ou que du Node? Il y a l'aspect universel qui est pris en compte aussi par X-Ray. Là, aujourd'hui, on a essentiellement parlé des conteneurs. Parce que voilà, il y a des fonctionnalités avancées qui ont été réalisées, mais X-Ray va rester, enfin, il a été dans le passé, il le restera, voilà, un scanner universel, permettant autant de traiter du Java, du Node, du NuGet, du RPM, du Debian, et j'en passe. Et bien sûr, l'objectif, c'est de maximiser en fait le nombre de supports que l'on a et bien sûr de multiplier la recherche pour justement prévenir même les menaces sur NuGet et Maven, même si c'est moins prédominant, c'est moins populaire que NPM et PyPI, mais nous travaillons dessus actuellement. Voilà. Dans les prochaines mises à jour, il y aura de grandes avancées par rapport à Maven, NuGet, etc. Voilà. Ok. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Super.
Du coup, merci à vous pour vos merci questions. pour votre attention. Merci pour vos Votre questions. attention. Et puis, on espère vous voir très bientôt en session pour vous aider à implémenter les nouvelles fonctionnalités de JFrog Advanced Security dans votre organisation. Merci à tous. Merci. Merci à tous.